Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Racaille, pour une émission consacrée à Séraphine Louis, dite de Saint-Lys, et Camille Bombois, dit d'ailleurs. Voilà. Piquet-Cou va tout de suite passer aux choses dites sérieuses, en introduction, en vous parlant d'un collectionneur, celui qui a découvert Séraphine Louis, c'est Willem Oude. Oude, voilà. C'est vrai que nous évoquions il y a quelques semaines les marchands d'art. On parlait de Durand-Ruel, de Kahnweiler, d'Ambroise Vollard. Et puisqu'on a décidé de parler aujourd'hui de Séraphine de Senlis, qui serait probablement restée Séraphine Louis sans sa rencontre avec ce collectionneur, la Willem Oude, voici un rapide portrait de ce découvreur qui a fait aussi d'ailleurs se rencontrer Picasso et Kahnweiler. Donc Willem Oude est né en Prusse orientale, sous Bismarck. Il fait des études de droit, mais il ne se voit pas rester fonctionnaire de province toute sa vie, et la vie en Allemagne l'étouffe. Donc il fuit au sud, à Florence. Et c'est la révélation. Il décide d'étudier l'histoire de l'art. Il commence à écrire des romans et des essais esthétiques. Il arrive à Paris en 1904. Il est accueilli par Erich Klossowski, qui est le père de Balthus. Et là, il dit « La beauté est omniprésente », voilà ce qu'il raconte dans ses mémoires. En fouillant dans le capharnaüm de la boutique du Père Soulier, qui est rue des Martyrs, le Père Soulier qui était un ancien lutteur de foire, un ivrogne, comme on dit, qui faisait commerce d'un tas d'objets, qui revendait aux artistes de vieilles toiles qu'il regrattait ou qui leur achète quelques peintures et dessins, voilà, pour les empêcher de mourir de faim, un peu comme faisait le Père Tanguy. Oude acquiert pour 10 francs un tableau d'un inconnu qui est signé P. C'est une femme à sa toilette. C'est ainsi qu'il va rencontrer Picasso au Lapin Agile et qui lui rend visite au bateau Lavoir. Il dégote aussi chez le Père Soulier un paysage de Dufy. Commence ainsi une collection d'œuvres d'artistes encore inconnus, Braque, Picasso, le douanier Rousseau, Séraphine. Et ses seuls guides sont l'admiration et l'instinct. Il ouvre une galerie au 73 rue Notre-Dame-des-Champs à Montparnasse. Il expose Braque, Dufy, Derain, Auguste Herbin, Jean Metzinger, Sonia Terk et Picasso. Sonia Terk, donc il fera avec elle un mariage blanc pour lui éviter de retourner en Russie et lui qui va lui permettre de cacher son homosexualité. Sonia épousera ensuite Robert Delaunay et donc est maintenant connue sous le nom de Sonia Delaunay. Il fait se rencontrer donc Picasso et Kahnweiler autour des Demoiselles d'Avignon et c'est sa rencontre avec Séraphine que nous détaillerons tout à l'heure. La guerre de 14 le dépouille de sa collection, qui est confisquée, avec ses 73 œuvres qui vont être bradées à Drouot. Il est allemand, il doit fuir la France. Il est donc réserviste en Allemagne, mais n'ira pas au front. Il essaie ensuite, dans l'Allemagne de Weimar, de croire à nouveau en l'espoir, en une régénération de son pays. Donc il lutte pour le pacifisme, il s'engage auprès de certains mouvements de jeunesse. Mais l'Allemagne à nouveau devient invivable. Seule la France peut l'accueillir. Donc il y revient en 1924 avec le peintre Helmut Kohl, probablement son amant, et recommence à collectionner ce qu'il appellera, lui, les nouveaux primitifs. Donc c'est Vivin, c'est le douanier Rousseau, c'est Séraphine de Senlis, c'est Beauchamp et Bombois. Et en 1942, il fait une exposition donc, de ces primitifs du XXe siècle à Paris, donc en pleine guerre. Et là, après, son appartement parisien est pillé par la Gestapo. Lui-même parviendra à se cacher, grâce notamment à Jean Cassou, vers la fin de l'occupation. Jean Cassou, qui est le directeur du musée d'art moderne. Donc il est homosexuel, il est juif, il est collectionneur d'art dégénéré et allemand. Donc c'est beaucoup. Il perd la nationalité allemande suite à la publication de son ouvrage 5 primitifs allemands, sans pour autant que la France lui accorde donc la nationalité française. Donc il est apatride et il ne reviendra à Paris qu'en 1944 pour y mourir en 1947. Voilà, donc nous, quand on est allé au musée de Senlis voir l'exposition sur Séraphine, il y a un bouquin qui est écrit par Willem Oude qui s'appelle de Bismarck à Picasso aux éditions du Linteau, un livre qui coûte 29 €. Oui, qui coûte 29 €. Et qui raconte donc toute cette vie de collectionneur, de militant de l'art. Oui, que vous pouvez commander évidemment à la librairie Republico, 145 rue Hamelot à Paris dans le 11e, métro Oberkampf et du Calbero République. Vous pouvez donc aller saluer notre camarade Laurent et lui vider sa boutique. Voilà.
Rien à ajouter, Robert? Que je pourrais finir l'émission là-dessus. Non, mais que, si vous voulez, j'ai été bouleversé par, enfin, on va en parler, par le film, justement, consacré à Séraphine Louis, dite de Senlis, et surtout à l'interprétation, de Séraphine par une actrice extraordinaire qui s'appelle Dominique Yolande Moreau. Et puis le personnage justement de Oudeux là qui est magnifique. Enfin bon, c'est un film bouleversant. Piquet-Cou vous en reparlera plus tard. Voilà. Se regarde briller dans le miroir glacé de la Seine tranquille. Paris se regarde grandir dans les yeux d'un enfant, dans son premier sourire. Paris regarde s'éveiller ces maisons qui s'allument au matin une à une. Paris se regarde flâner dans le monde inventé par le cœur des poètes. À la ville comme à la Seine, Paris s'habille de poèmes. Paris qui s'écoute chanter s'émerveille toujours d'une chanson d'amour. Paris, monsieur de la Palisse dirait que chaque année il a 1 an de plus. Paris, quand il se voit poser à cheval sur la Seine, pense qu'il a eu de la veine d'avoir grandi tout doucement autour de Notre-Dame qui lui prête son âme en chantant un jour de gloire. Paris a changé son histoire. Paris qui s'est mis en colère a fait trembler la terre par la voix de Gavroche. Paris qui n'a pas oublié se souvient de tous ceux qui lui ont tout donné. Paris, même s'il a pris du ventre à garder sa jeunesse, il en a à revendre. Paris se retrouve partout et les gens de partout se retrouvent à Paris. Et Paris qui adore les chansons fait chanter tous ses accordéons. C'était Francis Lemarque, Paris se regarde. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans médecin, plus bas racaille, pour une émission consacrée à Séraphine Louis, dite de Senlis et Camille Bambois. Voilà. Oui, cette musique de Lemarque, on aime bien Lemarque de toute façon, bon, mais contrairement à ce qu'avait cru comprendre un auditeur, voilà, parce que évidemment, Oudeux adorait la France, Paris, etc., comme cette grande époque de l'art moderne où tous les artistes d'Europe, en tout cas, même des États-Unis, venaient à Paris pour faire leurs écoles. Ouais. C'est un habitué de Montparnasse, du Café du Dôme. Oui, bien sûr, où il rencontrait évidemment. Voilà, il faudrait bien insister sur le fait qu'il a quand même fait découvrir les Demoiselles d'Avignon à Canneveller, et c'est avec ces Demoiselles d'Avignon que Canneveller est devenu célèbre. Hein. Ça aurait pu être Oudeux. Voilà, ça il faut quand même le dire. C'était un découvreur de talent à une époque où vraiment tous ces artistes qu'il découvrait et qu'il aidait à vivre étaient complètement ignorés des collectionneurs, du grand public, etc. Oh, moi je suis commis à Camille Bambois, hein. Puis Diego s'est réservé le morceau de Roi. Ben, je suis un peu jalouse, mais je vais faire Camille Bambois, moi, de toute façon. Hein. Alors c'est un bourguignon. Camille Bambois, il a bien une tronche de bourguignon, d'ailleurs. Non, il ressemble pas à... Il ressemble pas à notre ministre du travail, je sais pas quoi, de l'économie qui a fait un clash là avec le Parti socialiste. Montebourg. Non, lui c'est plutôt Montebourg, c'est plutôt genre plébéi. Camille Bambois, pas du tout. Il a vraiment une tronche. Il fait un peu peur même. Alors on l'a qualifié de peintre naïf. Bon, pourquoi pas. Mais un peintre naïf qui est connu maintenant internationalement et que les collectionneurs d'art aiment bien. Voilà. Ces toiles se vendent toujours très cher, 15 000 euros minimum. Ouais, on ricane 15 000 euros quand on pense que il y a des Kunz. Lui, c'est des millions.
Ben, enfin bon. Alors il a eu une enfance, dès l'enfance il a eu envie de peindre, comme beaucoup de gens d'ailleurs, comme beaucoup de peintres ou d'artistes, ça se déclare dès l'enfance, 4-5 ans, comme ça. Mais comme il est issu d'un milieu dit très modeste, c'est-à-dire que son père était marinier sur le canal du Midi, mais pas marinier propriétaire, un marinier, voilà, il était employé sur une péniche qu'il occupait tout seul avec sa famille, mais bon, c'est pas le patron, quoi. Voilà. Alors, il est obligé évidemment de travailler très dur, comme tous les enfants de milieu modeste, voilà. D'abord comme valet de ferme, voyons, hein. Puis lutteur dans le cirque, marin, ouvrier de tunnel au métro de Paris, voilà, vous voyez les petits boulots, quoi, que ces gens-là devaient faire pour survivre. Finalement, il obtient un travail de nuit dans une imprimerie de presse. Voilà. Alors ça lui laisse quelques heures par jour pour sa barbouille. Il vit comme ça pendant 7 ans. Voilà. Mais durant cette période difficile, il acquiert quand même un style et une technique bien à lui. Si vous voyez des œuvres de Bois, vous verrez qu'il maîtrise quand même. Voilà. À cette époque, d'ailleurs, personne n'est intéressé par ces tableaux. Vous voyez, c'est pas une époque vraiment. Il y a eu le douanier Rousseau, mais bon. Il est mobilisé comme beaucoup pour la Première Guerre mondiale, mais pas comme beaucoup par contre, qui sont revenus vivants en tout cas. Il est cité 3 fois pour son courage dans les combats. Ouais, bon, pour sauver sa peau, c'est mieux. Quand il rentre à la maison, il découvre que sa bobonne, son épouse, l'amour de sa vie, non, j'ai dit bobonne parce que c'est un terme populaire, mais ne voyez là aucun antiféminisme. Je dis ça parce que bon, il y a des attention, hein. Oui, il y a des balances qui dénoncent à tout va des soi-disant antiféministes ou des soi-disant ceci, des soi-disant cela. Bon, j'essaye de me garder à droite et à gauche. Hein. Voilà, son épouse donc chère et tendre lui a vendu quelques peintures pour quelques francs. Alors évidemment, il est encouragé, mais je le répète souvent ici à l'occasion de nos blablas sur les artistes que sans leurs femmes, la plupart du temps, les artistes, ils seraient pas grand-chose, quoi. Ils ont besoin vraiment de leurs compagnes pour les soutenir, surtout moralement, mais souvent aussi matériellement. Voilà. Ouais, toutes ces invisibles dont on parle très peu. Très peu, oui. Très peu, oui. Et pourtant, que ce soit des grands peintres comme Picasso, sans une femme, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Il avait besoin d'une femme qui l'admire, et surtout qui le supporte, hein, parce qu'il fallait le seul faire, le mec. Enfin, lui changeait souvent, donc. Oui, il changeait souvent parce qu'il les épuisait probablement, où il en découvrait d'autres. Il avait besoin de ça pour créer, quoi. Il avait besoin, c'était son moteur, voilà. Puis il y en a d'autres, c'était plus calme, mais de Chagall à Buffet, en passant par Dubuffet, en passant par beaucoup de, même si vous voulez, une artiste dont on parle beaucoup en ce moment, qui faisait ces grandes nanas colorées, là. Niki de Saint-Phal. Ouais, elle avait un mec aussi, Tinguely. Elle en avait besoin, comme lui, il avait besoin d'elle. Voilà, c'était deux artistes. Ouais. Des artistes comme Pollock qui ont des femmes, des femmes artistes qui s'effacent quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors où elles sont pas artistes, elles n'ont pas à s'effacer artistiquement, mais quand c'est la femme, un couple d'artistes, c'est souvent la femme qui trinque parce que elle, son mari passe avant elle. Voilà, c'est souvent, voilà, le rôle des femmes dans l'art est absolument majeur. Hein. Alors, il revient pourtant à la routine de travailler la nuit et de peindre le jour. Voilà. En 1922, il fait une exposition en plein air à Montmartre. Alors, il y avait un truc, une espèce de marché aux croûtes, et il en appelle au jugement des foules. C'est son expression en tout cas. Et l'exposition est un succès, ses peintures trouvent des acheteurs. Des critiques à ce moment-là et des collectionneurs s'intéressent à lui. Vous voyez, un marché aux croûtes à Montmartre, ça débouche sur ça. Et à 40 ans, le père Bonbois atteint enfin son but. Il peut travailler comme artiste à plein temps, artiste à temps complet. Voilà. C'est un bref survol, si vous voulez, de cet artiste quand même maintenant assez connu dans le milieu de l'art, dans les acheteurs, etc., etc. Mais bon, il faut absolument que vous ayez le courage de vous bouger les fesses. Non, à Senlis, il y a juste une peinture de lui, mais enfin, il y a plein de. Vous pouvez sur le net voir beaucoup d'œuvres de lui. Ça vaut pas les œuvres qu'on voit en direct, quoi, parce qu'à Senlis, il y a une paire de fesses et 2 jambes de lui.
un grand tableau qu'avait acheté justement Oudel, hein, c'est sa collection. Et voilà, mais on verra, parce que c'est qualificatif, je me répète, hein, j'ai déjà dit la dernière fois, mais ces catégories on a une manie en France, c'est de catégoriser, tout est catégorisé, et de les voilà, ils sont tantôt, je vous dis, naïfs, tantôt primitifs. Je crois que c'est le terme qui était le plus intéressant, qu'on doit à Hudel. Hors norme, outsider, voilà, toutes ces choses-là. Moi, je pense que ce sont des artistes, point. Le reste, on s'en fout. Hein. Les blablas des critiques pour essayer de catégoriser tout ça, ça nous intéresse pas vraiment. Voilà. Alors, Camille Bonbois, bon, évidemment, il est pas seul. Hein, c'est tout un. J'ai un dictionnaire, Piquet-Cou, là aussi, on a un dictionnaire justement des peintres hors normes, il dirait, c'est énorme, et il a dû encore grossir, parce que le mien, il doit avoir 20 ans, je pense que c'est à peu près ça, hein. Mais ça veut dire que il y a des gens, alors bon, Dubuffet lui a fait une collection d'art qualifié d'art des fous, quoi, enfin quelque chose comme ça, qui est à Lausanne maintenant. Bon, mais tout le monde n'est pas fou, tous les peintres primitifs, avec tous les qualificatifs qu'on emploie à leur égard, il y a des gens qui sont comme vous et moi, qui aiment la peinture, qui sont des amateurs, mais qui sont des gens, comme on dit, des amateurs, quoi, qui n'ont pas de formation artistique, qui n'ont pas fait les beaux-arts, etc., mais qui se sont pris de passion pour la peinture. Voilà. On peut dire que Séraphine de Senlis était un petit peu à part. Elle a terminé ses jours quand même dans un asile psychiatrique, mais Bonbois, non. Vous voyez, Bonbois, lui, il a eu c'était un pépère tranquille, il faisait son petit boulot, puis voilà, il a peint ce qu'il a vécu, en grosso modo. C'est sa vie qu'il a mis en peinture d'une manière particulière, voilà. Donc il faut bien comprendre qu'il y a on peut dire qu'il y a différentes manières de s'exprimer chez ces artistes. Il y a depuis un art qui rappelle un petit peu celui des enfants, jusqu'à un art complètement halluciné comme celui de Séraphine Louis de Senlis. Voilà. D'ailleurs, dans les maîtres primitifs qu'a collectionné ou deux, ils avaient tous des métiers à côté. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas personnellement, l'art psychiatrique. Je suis pas vraiment accro, parce que je pense qu'il y a probablement que les toubibs, les psys et tout ça qui peuvent les comprendre, qui peuvent y être sensibles. Mais par contre, l'art hors l'art des gens enfermés, parce que Séraphine Louis, le jour où elle est enfermée, un peu comme Camille Claudel, ce sont des destins parallèles. Elle n'a plus jamais peint. Voilà. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Lui qui n'était pas tellement sûr de lui, qui souffrait des reins, qui avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelle ou de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier.
Et ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles, mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien. C'était le funambule interprété par Jean-Roger Cossimon. Oui, sur Radio Libertaire, un clin d'œil évidemment au cirque, aux peintures sur le cirque et à la vie au cirque aussi de Camille Bombois. Voilà. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, au chaud sur Radio Libertaire, sous la couette. La voix de la Fédération anarchiste, une voix chaude, une voix... Sans Dieu, sans pub. Faut se réveiller là dans la chambrée. Voilà pour l'émission consacrée à Séraphine Louis, dite de Senlis, puisqu'elle a vécu à Senlis tout simplement, et Camille Bombois, qui n'a pas vécu à Senlis, mais qui a vécu à Paris. C'est ça. Hein, ouais. Voilà. Et tout de suite, notre camarade Pachacho va vous parler donc de cette fameuse Séraphine Louis de Senlis. Je pense qu'elle va se régaler. Là, elle a 2 pages de texte en référence. Elle va être intéressée. Ça fait une semaine qu'elle me gave avec ses histoires de Séraphine. Oui, parce que si j'avais pas regardé le film avec Yolande Moreau, eh ben, tu ne t'y serais pas collé. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On n'aurait pas pu faire l'émission, en fait. Non, c'est vrai. Voilà. Bah ouais, qui pourrait encore se souvenir de Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis, si effectivement Yolande Moreau n'avait pas en 2008 fait revivre cet artiste habité par la foi, par la Vierge Marie, par la peinture et la folie, et si elle n'avait pas fait redécouvrir son travail. Hein, oui, absolument, elle est magnifique. C'était vraiment une actrice et on est vraiment dans le coup avec elle complètement. On est immergé dans la création de Séraphine. Monsieur qui faisait le difficile. Oui, non. Séraphine, bon. Oui, j'ai des a priori parfois. Bon, merci de m'avoir sorti de l'ornière. Voilà, donc Séraphine, elle naît dans le petit village d'Arcy-sur-Oise en 1864. D'un père horloger, d'une mère domestique de ferme et aussi femme de ménage à l'occasion. Elle devient très tôt orpheline et peu de traces donc de ses premières années de jeunesse. On sait qu'elle va à l'école, que c'est une élève studieuse, qu'elle aime écrire en faisant des pleins et des déliés. C'est une écriture d'ailleurs qu'on retrouvera dans la signature de ses tableaux, une écriture très appliquée. Ce qu'elle aime déjà, c'est se promener dans les champs, parler aux plantes, aux fleurs. Elle va à la messe et elle se nourrit des couleurs des verrières de la cathédrale de Senlis, par exemple. Puis en âge de travailler, elle est placée ici et là, entre Compiègne et Senlis, ou même à Paris, dans des familles bourgeoises, comme femme de chambre ou cuisinière. Mais la vie rurale lui manque. Elle travaille dans une institution de jeunes filles, jetant des coups d'œil à travers l'embrasure d'une porte qui donne sur un cours de dessin. Est-ce que c'est là que va commencer pour elle cette envie de peindre ? Une envie qui est vite mise à l'écart car elle sait qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter des toiles et des couleurs. Elle est quand même rebelle et provocante et elle va se réfugier donc pour éviter d'avoir une vie trop compliquée, elle va se réfugier derrière les murs du couvent de Senlis. Elle a 18 ans. Donc c'est une jeune femme mélancolique qui vit avec des images, des idéalisations empruntées à des images pieuses qui sont les cérémonies, les chants religieux. Elle aimerait bien devenir sœur, mais on lui fait comprendre que ce n'est pas pour les gens de sa condition. Elle va rester 20 années dans ce lieu, à travailler dans le potager, à cirer les parquets. Elle est nourrie et logée. Puis,
elle doit partir. Elle a des voix qui lui parlent régulièrement et là, les voix lui ont dit qu'il fallait qu'elle quitte ce lieu. Donc elle se retrouve dans les rues de Senlis. Elle est prise d'une certaine ivresse là d'être sortie de ses murs. Et elle est vêtue comme 20 ans auparavant. Elle a une jupe de sarrau noir, un corsage qui lui remonte jusqu'au cou, un petit chapeau de paille noire et puis plusieurs fichus superposés. Elle trouve du travail un peu partout, mais passe toujours beaucoup de temps dans la nature. Un peu étrange, elle récite des litanies, elle égrène son chapelet, elle parle à sa bonne mère, mais elle sait au fond d'elle-même que de grandes choses vont advenir. Elle attend, puis elle entend son ange lui dire de dessiner, de peindre pour la gloire de Dieu, que c'est le désir de Marie. Et ce sont des fleurs qui apparaissent, des entrelacs de pétales et de feuilles, qui sont peintes sur des planches de bois qu'elle ramasse dans les rues. Mais elle peint aussi sur des potiches, sur des cruches, des cartons, une peinture d'abord un peu timide, puis qui ira crescendo dans l'intensité des motifs et des couleurs. Elle montre son travail à ses employés, qui gentiment la félicitent en lui disant qu'elle peint comme un enfant. Séraphine échange ses peintures contre du pain, du fromage, quelques bouts de viande. Et puis c'est l'hiver, voilà, Séraphine trouve un travail chez un Allemand, Wilhelm Uhde, qui vient avec sa sœur passer l'hiver à Senlis. Uhde est amateur et marchand d'art. On sait donc que c'est lui qui a fait découvrir Picasso à Kahnweiler. Et Uhde et Séraphine se croisent, elle arrive le matin, lui part faire sa promenade sur les remparts. Et puis un soir, Uhde est chez des amis, il s'ennuie fermement, et il aperçoit dans un coin une peinture de Séraphine. Ce sont des pommes qu'il compare d'ailleurs à celles de Cézanne, et ces pommes l'enthousiasment immédiatement. Il apprend que l'artiste n'est autre que sa femme de ménage, qui travaille la journée et se donne à la peinture la nuit. Il est séduit. Il l'encourage à peindre, il achète toutes ses toiles et décide de subvenir à ses besoins. L'émotion qu'il a ressentie est encore plus forte que celle qu'il avait eue devant le douanier Rousseau. Puis c'est la guerre, 1914, donc Uhde est allemand, il fuit devant l'arrivée des Allemands, et ses collections, donc, comme on disait tout à l'heure, sont saisies par l'État puis vendues aux enchères. Séraphine, elle peint avec de plus en plus de frénésie. Elle est dans un état comparable aux états d'extase. Elle peint à genoux, elle chante des psaumes, et elle s'arrête épuisée et endormie sur le parquet. Quand la guerre est terminée, Séraphine continue de peindre, donc avec toute la puissance et la force qui lui viennent toujours d'en haut. Uhde, lui, est en Allemagne, donc comme on l'a dit, il milite pour le pacifisme, il fait des conférences sur l'art, et il revient donc en France une dizaine d'années plus tard. Mais là, il n'ose pas revenir tout de suite à Senlis. En fait, il passe ses week-ends à Chantilly, et jusqu'à ce qu'il trouve l'annonce par hasard d'une exposition de peinture d'artistes à Senlis. Donc il s'y rend, et là, on le voit qu'il va de salle en salle, et en fait, il découvre les peintures de Séraphine, qu'on avait gentiment laissé exposer pour l'occasion. Et là, la même émotion le submerge. Donc il achète les toiles de Séraphine. D'ailleurs, c'est la seule qui vendra quelque chose à cette exposition. Et là, Séraphine entre dans quelques années d'une production intense. Elle est plus que jamais habitée par ses voix et elle travaille sur des grands formats qu'elle fait venir de Paris. Donc elle s'enferme dans sa chambre et dans le travail, elle est extatique, elle ne supporte pas d'être dérangée, elle met un petit mot sur sa porte, ne pas déranger, madame ne reçoit pas. Et Uhde, lui parle des peintres de Montmartre, de Montparnasse. Mais bon, tout ça, ça n'intéresse pas Séraphine. Pour elle, il n'y a que la peinture qui l'intéresse, et la peinture est qu'on parle avec Dieu. Le reste, pas intéressant pour elle. Mais sa santé psychique s'aggrave, et au fur et à mesure que son travail est décuplé, son état psychique s'aggrave. Elle devient mégalomane, elle devient dépensière, elle rêve d'une grande maison, puis elle achète des tas d'objets inutiles. Et elle accueille le succès comme allant de soi. Donc Uhde raconte dans son livre 5 mètres primitifs qu'un trait commun entre elle et le douanier Rousseau, c'est qu'ils ont conscience de la grandeur de leur œuvre, non par vanité humaine, mais par la conscience qu'ils ont d'être en relation avec le divin. Malheureusement, la crise de 29 a des répercussions sur les finances de Wilhelm Uhde, qui ne peut plus suivre les dépenses de Séraphine. Et là, l'état de Séraphine se détériore, ses symptômes délirants s'accentuent, elle se dit abandonnée, et elle perd aussi confiance en Uhde. Et elle perd l'envie de peindre, et le 31 janvier 1932, des bruits trop violents lui vrillent les oreilles, elle prépare son baluchon, elle emballe ses plus beaux objets, et elle sort en jurant et marmonnant, puis elle dépose ses objets un peu partout dans les rues de la ville. Donc là, on appelle les gendarmes qui arrivent et qui l'emmènent à l'hôpital de Senlis.
duquel elle sera transférée puis internée à l'asile psychiatrique de Clermont-de-Loise. Elle n'en sortira pas, elle ne retouchera plus jamais un pinceau pendant les 10 années de son enfermement. Oudeux s'occupera un petit peu d'elle au début, il payera une pension pour qu'elle bénéficie d'une chambre dans le pensionnat. Donc là, elle aura une chambre particulière. Mais lui, malheureusement, doit aussi se protéger, comme on l'avait précisé, allemand, collectionneur, homosexuel. Donc quand la Seconde Guerre mondiale est là, il est fragilisé. Donc Séraphine restera là jusqu'à ce qu'elle meure à 78 ans en 1942. Elle meurt de faim. Elle est comme les 45 000 malades mentaux qui sont morts de faim pendant la guerre. Et donc elle est enterrée dans la fosse commune. Et donc je me suis inspirée d'un livre de Alain Vircondelet qui s'appelle Séraphine de la peinture à la folie chez Albin Michel. Et là, il raconte qu'à la fin, il y a un grand dossier sur son état psychiatrique parce qu'il y avait beaucoup de notes qui étaient prises, qu'effectivement, elle traînait après, elle avait des délires, elle mangeait l'herbe dans le pré, elle était à quatre pattes, elle se croyait enceinte de jumeaux qu'elle devait nourrir, elle avait un cancer du sein, enfin c'est vraiment, c'est terrible, quoi. Et quant à sa technique picturale, elle est restée assez secrète. Donc Séraphine peint selon son instinct. Et elle sait comment mélanger des boues, de la terre, des mousses, des peintures de bâtiments et même du sang. Et elle utilise donc l'essence qu'elle subtilise dans la lampe de la Sainte Vierge. Elle utilise de la laque Répolin. Et ce qu'on voit, c'est que les pigments tiennent encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'altération et que les mélanges gardent leur profondeur et leur relief. Voilà. Ajouter aussi peut-être que Séraphine, en fait, est contemporaine de Camille Claudel. Et Camille Claudel, donc, qui meurt dans les mêmes conditions internée, quelques mois, pas au même endroit, mais internée comme Séraphine pendant 30 ans. Quoi. Oui. Meurt de faim. Meurt de faim, ouais. Ouais, qu'en fait, avec les restrictions, effectivement, le personnel des hôpitaux psychiatriques donnait moins à manger aux malades qui, eux, en fait, avaient besoin d'être très bien nourris, justement, pour avoir des repères et pouvoir à peu près survivre. Quoi. Oui, ils donnaient moins à manger aux malades parce qu'ils prélevaient de la nourriture pour eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas, tu veux un petit parler de... Tu pourrais parler du film aussi, non ? Ouais, le film, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, oui, c'est un très beau film. Donc, c'est un film c'est un film franco-belge de Martin Provost qui est sorti en 2008. Alors, moi, la seule chose qui ne fonctionnait pas, c'est que apparemment Séraphine peignait partout. Donc, dans le film, on voit sa petite chambre, elle est dans les gris bleus, tout est un peu très esthétique. D'après ce que j'ai lu, elle peignait des fleurs partout. Donc, donc il devait y en avoir plein la chambre. Il devrait y en avoir plein la chambre. Mais c'est un petit peu comparable à Chessac, parce que lui aussi peignait sur des bois de rebut, il peignait sur des vieilles poubelles, des vieux machins cabossés et tout. Un peu comme Séraphine d'ailleurs. Hein. Il y avait un petit parallèle là quand même. Alors que lui n'était pas dans l'état de Séraphine, mais quand même il y avait chez lui une passion aussi, et il fallait qu'il travaille, mais sur n'importe quoi. Il a travaillé des épluchures, il a travaillé sur des rognures, enfin bref, voilà. Il y a quand même quelque chose de similaire entre les deux parcours, en tout cas pour ce qui concerne la technique de peinture ou le matériel ou les supports, voilà. Ouais. En fait, le film, c'est vrai que Yoann Moreau est complètement habité par Séraphine, quoi. On a du mal à faire la différence. Et dans les petits commentaires qu'on avait vus sur le film, en fait, apparemment, chaque acteur de ce film avait appris à faire ce qu'il fallait. Donc, Yoann Moreau a appris à peindre et à faire des faux Séraphines. Oui, elle est capable maintenant de faire des faux de Séraphine, oui. Carrément. Non mais c'est ça, U2 joue du piano, il joue du piano, c'est un musicien de jazz de toute façon. Alors il joue du piano dans le film, l'acteur, enfin un musicien de jazz joue du piano merveilleusement. Enfin chaque acteur avait un rôle qu'il a vraiment assumé à fond, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça fait très authentique comme film. Il y a rien qui est gênant. Enfin, et nous on est allé donc à l'expo Séraphine de Senlis, de l'ombre à la lumière, au musée d'art et d'archéologie de Senlis, qui est dans l'ancien Palais épiscopal. Magnifique musée. Une entrée qui coûte rien. 3 € et pour les centenaires 2 €. Je me suis présenté comme centenaire, donc j'ai eu une rabais d'1 €. Non mais c'est délirant. Un accueil magnifique avec deux dames là vraiment d'une gentillesse.
on a l'impression, c'est que quand on vient du musée d'Orsay ou du Louvre ou des choses comme ça, si, il y a aussi qui est sympa, c'est le musée Gustave Moreau, les petits musées, c'est sympa, mais les grands musées, je veux dire, on n'est pas les bienvenus vraiment, quoi, voilà. Si on n'est pas une colonie d'une vingtaine de touristes, voilà, bon. Mais ce qu'on peut dire surtout, c'est que dans ce musée, on s'est retrouvé comme Willem Houde devant les peintures de Séraphine et qu'on a eu toute cette même émotion, en fait. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment très, très surprenant. Il y a une peinture particulièrement où il y a ce petit ruisseau bleu, là. Et comment c'est C'est l'arbre de paradis, je crois. Oui, l'arbre de vie ou quelque chose comme ça. Mais alors là, vous voyez, là, vous en avez plein la gueule. Et puis, je pense que c'est la même intensité que la peinture de Van Gogh, quoi. Il y a des parallèles quand même assez frappants entre la violence de l'un et de l'autre, quoi, enfin, c'est pas une violence physique, hein, c'est dans les couleurs, voilà, c'est quand même très étonnant de regarder cette peinture. Je pense que de toute façon, rien ne vaut les reproductions, ça le fait pas du tout, hein. Ce qu'il faut, c'est voir les originaux, parce que on est quand même ailleurs avec les originaux qu'avec les reproductions. Les reproductions peuvent vous donner une idée comme ça, voilà, mais quand on a vu les vraies peintures et qu'on met à côté le catalogue de l'expo, je veux dire que même probablement que les meilleurs photographes, les meilleurs imprimeurs, ils arriveront jamais à vous donner l'émotion des originaux, quoi, voilà. Mais déjà, il y a les formats. C'est vrai que moi, avant, j'avais juste vu des petites reproductions. Je me disais, oui, bon. Et là, quand on voit effectivement un tableau qui fait 2 mètres de haut, on est sous le charme, sous le choc. Oui, tout à fait, oui. Oui. Puis le lieu est très beau. En même temps, vous voyez, c'est vraiment une exposition pensée. En même temps, ils en ont pas mis des tonnes. Ils ont essayé d'équilibrer les simèses, vous voyez. Et je vous dis, la lumière, c'est une lumière naturelle, souvent. Vous êtes dans un lieu dédié à l'art, mais un très, 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 très beau lieu. Il y a aussi, évidemment, comment dirais-je, il y avait un bon bois, il y avait d'autres. Il y avait aussi d'autres. Il y avait Beauchamp, il y avait Vivin. Ouais, Vivin. Et puis il y a le peintre Maison Couture aussi, un peintre du 18e. Et il y a aussi un musée archéologique fantastique. On a vu des espèces de sculptures de tête assez extraordinaires qui devaient être ou des gargouilles, je sais pas. Enfin, c'est des trucs de cathédrale, je crois. Vraiment de l'expressionnisme avant l'heure, hein, sculptés par des anonymes, hein, comme c'était souvent le cas dans les cathédrales, quoi. C'était les tailleurs de pierre qui sculptaient en même temps, qui sculptaient les gargouilles, qui sculptaient toutes ces choses-là, avec un imaginaire extraordinaire, quoi. Il y a quelque chose là. Avec des dents, enfin des dents qui ressortent, un gros nez, mais il y a vraiment une expression incroyable dans ces sculptures. Puis elles sont grosses, elles font bien 60 cm de haut. Et puis des têtes énormes, oui, bien sûr, qui devaient être accrochées sur une cathédrale. La cathédrale d'ailleurs de Senlis est magnifique. C'est une des premières, je crois, cathédrale gothique de France, et elle est d'une richesse architecturale et sculpturale étonnante, quoi. Il y a la sculpture lapidaire, quelque chose de assez fantastique, hein. Et on retrouve, en se baladant, on a voulu voir où habitait Séraphine. Ouais, dans la rue du Puy-Tiphaine, là, qui est derrière le parc du château, là. Ouais. Et là, on a vu évidemment les fenêtres de son logis, et c'est resté dans son jus, hein. Oscar, ça c'est les pattes d'ailleurs dans Senlis, parce que tout est pavé, et puis le pavé, c'est des pavés inégaux. Il paraît qu'il y a des chevilles qui se cassent à Senlis. Si vous avez des talons hauts, il faut être un peu nunuche pour se balader dans des rues comme ça avec des talons hauts. C'est si votre talon se coince, là, il n'y a pas bon, hein. Voilà, mais c'est une ville vraiment étonnante. On est ailleurs, qu'on n'est plus au XXe siècle. Il y a une foule d'hôtels particuliers où, d'accord, c'est pas vraiment notre tasse de thé, mais architecturalement, c'est quand même assez étonnant, quoi. On veut dire, c'est vraiment une ville médiévale qui est restée complètement dans son jus. N'est-ce pas, cher ami? Ouais. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que les peintures de Séraphine qui sont donc dans ce musée, donc c'est une exposition qui est pour fêter le 150e anniversaire donc de sa naissance.
et que c'est la sœur de Willem Oude qui a fait don à la ville de Senlis d'une partie de ses toiles. Elle était également peintre. Et on parlait de Dina Vierny il y a quelques semaines. Et en fait, Dina Vierny a été très rapidement aussi collectionneuse des œuvres de Séraphine, et elle a prêté quelques œuvres donc pour cette exposition. Et Dina Vierny, d'ailleurs, je lisais que c'est elle aussi qui subvenait aux besoins de la sœur de Oude, en fait, qui était peintre, qui avait plus de quoi vivre, et Dina Vierny lui la faisait vivre. Oui, parce que la sœur de Oude, avec son frère, si vous voulez, elle a aidé son frère dans les moments difficiles. Elle était toujours là, près de lui, pour le soutenir, voilà. C'était aussi un frère et une sœur qui étaient assez solidaires dans le succès comme dans la misère, quoi. Voilà. Et elle aimait beaucoup, apparemment, Séraphine, la sœur de... Enfin, en tout cas, dans le film, il y avait une certaine... D'ailleurs, on a très peu il y a très peu de portraits photographiques de Séraphine, et on les doit à la sœur de Oude, quoi, qui a pu... Parce que, de toute façon, Séraphine, se faire photographier, c'était pas son truc. Et elle a pu la photographier parce que, justement, elle était proche d'elle. Autrement, elle n'aurait jamais pu la photographier, quoi. Et je dois dire que l'actrice qui interprète Séraphine est quand même beaucoup plus agréable à regarder que la vraie Séraphine, qui avait vraiment une tête, enfin, c'est une paysanne, quoi. Donc, elle était, vous savez, avec les traits assez rudes, enfin, bon, on sentait que c'était pas... Alors que l'actrice qui l'interprète est un peu ronde, voilà, et même si elle traduit dans l'esprit, à mon avis, elle traduit bien ce qui habitait Séraphine. Bon, elle a quand même comment dirais-je, une beauté qui est quand même plus attirante que celle de Séraphine, qui était beaucoup plus ingrate, quoi. Voilà. Ouais. Et je me disais, ce qu'on a oublié de préciser quand même, c'est l'admiration qu'on a pu avoir, enfin pour Oude, quand on voit le petit tableau sur lequel il craque chez ses amis. Là, c'est un petit tableau sur du bois, il y a quelques pommes. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'à partir de là, il avait découvert que Séraphine serait une grande peintre. Ça nous a quand même laissé un peu baba, quoi. Ah oui, complètement. Comment parce que d'ailleurs, ces pommes, elles sont au musée de Senlis. Vous pouvez les voir, évidemment, de près. Et bon, j'aurais jamais pu imaginer, si j'avais été à cette époque-là, en découvrant ces pommes, j'aurais probablement fait burk, quoi, quelque chose comme ça. Mais Oude, lui, il a vu tout de suite, là, il a tout de suite senti la puissance qu'il y avait derrière, quoi, ou qu'il y avait dedans. Je peux pas dire exactement, mais voilà, et c'est vrai que c'est un personnage extraordinaire, extraordinaire parce que il a su découvrir, alors qu'il y avait rien qui pouvait, si lui n'avait pas fait cette découverte, comme le disait Piquet-Coug au début de son exposé, jamais Séraphine n'aurait été connue du grand public, quoi. Et elle n'aurait pas fait probablement l'œuvre qu'elle a faite, parce que lui, évidemment, il l'a aidé, mais il lui a même offert des peintures dont elle s'est jamais servie. Elle voulait pas parce qu'elle avait ses propres recettes de peinture. Et elle voulait pas utiliser les peintures en tube, quoi. C'était pas son truc, ça. Donc, elle les a laissées intactes. Elle s'en est jamais servie. C'est quand même assez extraordinaire aussi, quoi. Je veux dire. Et moi, j'avoue que sans Oude, le portrait de Séraphine serait moins intéressant à faire, quoi, parce que lui, il est vraiment présent, là. C'est quand même quelqu'un qui a découvert les Demoiselles d'Avignon, quoi. C'est lui le découvreur de Picasso, en fait. C'est pas Canneveller, hein, c'est lui. Parce qu'il achète pour 10 francs le premier Picasso. Picasso qui est signé P, là. Ouais, voilà, tout à fait. Non, c'est un personnage. Et puis on sent il est habité, quoi. On sent, il donne tout. Enfin, tout de lui-même, en tout cas, parce que bon, à un moment, il peut plus suivre les frasques financières de Séraphine. Il faut dire qu'elle y allait fort, hein. C'était des milliers de francs à cette époque-là, voilà. Et bon, quand il y a eu la crise de 29, des gens comme Oude, ils étaient sur quasiment en faillite, quoi, voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui a précipité la fin de Séraphine, parce que son rêve se brisait, quoi, voilà. Et elle a dû affronter la réalité, et elle s'est trompée. Elle pensait qu'Oude ne l'aimait plus, que son art ne l'intéressait. C'est pas du tout ça, lui. Il l'aimait toujours autant, mais il n'avait plus les moyens de l'aimer, si on peut dire, quoi, voilà. En lui prouvant, en lui achetant, etc., voilà.
Et ça, c'est terrible d'une certaine manière pour elle. Mais tôt ou tard, probablement qu'elle serait quand même devenue ce qu'elle est devenue, et que tôt ou tard, elle aurait fini probablement aussi dans un asile psychiatrique, puisqu'elle était épuisée aussi complètement. Elle avait tellement donné, le jour, la nuit, etc. Elle s'était complètement donnée à cet art. Et comme je vous disais dans la citation du début, la citation de Baudelaire, vous voyez, l'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu. Et là, on le voit bien, qu'elle crie de frayeur. Voilà, et puis qu'elle est vaincue à la fin. Enfin, ou deux n'en est pas vraiment responsable. En fait, c'est ça. Elle s'est brûlée, quoi. Sa passion l'a complètement calcinée. Ouais. Alors si on veut donc aller un petit peu plus loin, donc moi le livre donc que j'ai lu pour illustrer un peu la vie de Séraphine, donc c'est un livre donc je disais d'Alain Vircondelet qui s'appelle Séraphine de la peinture à la folie chez Albin Michel. Mais au musée de Senlis, ils vendent un autre ouvrage qui est de Françoise Cloarec qui s'appelle La vie rêvée de Séraphine de Senlis, qui est à la collection, je crois, je ne sais plus, Babelio, enfin c'est un livre format poche. Et donc il y a aussi ce livre sur Oudeux qui s'appelle De Bismarck à Picasso aux éditions du Linteau. Voilà. Et on peut conseiller une journée pour nos auditeurs. Nous on est allés en voiture, c'est 40 km, c'est 3/4 d'heure. Sinon il y a un train qui part de Gare du Nord, qui va à Senlis, ça peut prendre 1 heure. Il y a des trains, ça dépend des horaires, mais entre toutes les demi-heures et toutes les heures. Et après, donc on peut visiter ce musée, on peut se promener dans les rues de Senlis. Enfin, c'est vraiment une belle journée, quoi. Et si on est en voiture, il y a de magnifiques forêts aux alentours. Il y a au nord de Senlis, il y a la forêt d'Alatte, et au sud de Senlis, il y a la forêt d'Ermenonville et la forêt de Chantilly. Ouais. Et je peux vous dire que j'ai vu là dans la forêt, c'était quelle forêt nous Nous, on est allé à Ermenonville. Ermenonville, j'ai vu un sous-bois mais extraordinaire. C'était l'après-midi finissait, et il y avait c'était un sous-bois de pins très 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 haut, très très grand, un tru. C'était des troncs quoi, avec une petite touffe en haut. Et il y en avait des droits, il y en avait des un peu courbes, etc. C'était une espèce de choses comme ça, de lignes dans le fond d'un vallon, éclairé par le soleil, par des rayons du soleil un peu qui est un peu à la ramasse, qui commençait en tout cas, et ça éclairait ce sous-bois d'une manière quasiment magique, parce que c'était un peu nimbé de brume, enfin il y avait quelque chose, vous voyez, on était vraiment ailleurs, quoi, presque impossible à saisir en peinture, peut-être en photo, mais en peinture c'était un instant tellement bref où les troncs devenaient orange avec une base grise qui montait peu à peu, prenait la place de l'orange, mais c'était absolument extraordinaire. Son esprit l'a quitté dans les carrelages blancs. Ici la déesse traquée hurle de temps en temps. Là où les dés sont truqués un peu trop souvent. Là où on offre de force des tonnes de calmants. Elle a brisé la glace pour ne plus se voir en face. Elle attend 7 ans de malheur en confondant le pire, en oubliant le meilleur perdu dans ses traces. Elle regarde ceux qui l'entourent et se met à sourire. Pauvre fille perdue dans ces vieux drames, assez débile pour habiter mes démons et mon âme. On l'a dit folle pour parler à la mort, mais pour l'instant, elle se tient encore. Elle se blottit toujours sous les échelles. Elle porte la poisse à tous ceux qui la croisent. Pour elle, c'est toujours l'île aux merveilles, quand tous les félins sont noirs. Et puis elle entend des sons, elle se dit que c'est la mer, elle défie du menton les gels et cliniques. Bienvenue dans son état somnifère, où sa survie reste chimique. Alors elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va tenter de se tirer d'ici, ce sera sûrement un jeudi. Trop lourd ici et personne ne la croit. Pour l'instant, elle se tient encore. Tout est trop lourd ici et personne ne la croit. Elle commence à perdre son calme.
puis elle va vous condamner tous un par un. Et vous n'aurez alors plus aucune chance. On verra alors même trembler ses mains quand viendra l'heure de votre sentence. Vous rêverez dans le pavillon des fous. Vous croirez sortir un jour, mais pas du tout. Vous resterez dans le pavillon des fous. Et vous connaîtrez à votre tour ce à quoi elle rêve. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va pouvoir enfin se venger de vous. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle pourra enfin regagner le calme et ne plus être à genoux. C'était Café Bertrand, le pavillon des fous. Sur Arakaï, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, une émission consacrée à Séraphine Louis, dite de Saint-Lys, et Camille Bombois. Voilà, vous avez pu entendre différents points de vue, enfin différentes approches de ces artistes vraiment, comment dirais-je, dans la passion de la création. Voilà. Comme on aimerait que beaucoup d'artistes soient, des artistes qui ne sont pas dits marginaux, mais des artistes institutionnels. Actuellement, remarquez, il semblerait que la mouvance dite contemporaine de l'art d'aujourd'hui se rapproche, essaye d'accaparer les artistes dont on vous parle là. Voilà, toute cette frange de l'art non institutionnel, de cet art d'à côté, de cet art en marge, voilà. Évidemment, ils sont un petit peu au bout du rouleau, alors il faut bien qu'ils se renouvellent. Et quoi de mieux pour se renouveler que de pomper ? Voilà, donc on arrive à la fin de notre rediffusion de cette émission donc de novembre 2014. Donc je rappelle, donc c'est bien l'émission Arakaï. Là nous sommes en juin 2016 et pour aujourd'hui je suis toute seule à l'antenne en attendant que notre Shlomo se requinque suite à notre petite tournée d'expo de la semaine dernière. Donc voilà, pour les expos de cette semaine, donc j'ai retenu une exposition qui s'appelle Art engagé. Donc ça, c'est au Centre d'art à Bayonne, 35 rue Sainte-Catherine. C'est une exposition collective qui a commencé le 17 juin, qui se termine le 23 juillet. Le vernissage est passé. Ça, c'est pour faire écho à ce que je racontais sur la fresque de Gouin, parce qu'il expose à cet endroit-là. Donc pour terminer la saison, Space Junk accueille une exposition collective et incisive. Les œuvres de 6 artistes connus pour leur volonté de s'impliquer pour des combats humanistes ou des luttes sociales ont été sélectionnées avec attention. Vous découvrirez des travaux de grands artistes du street art qui désirent donner à leur réalisation la plus grande résonance au sein de la société. Si ces œuvres revendicatives font rarement consensus, elles nous maintiennent en éveil et entretiennent chez chacun d'entre nous l'esprit critique. Donc dans les artistes qui exposent, il y aura Isaac Cordal, Shepard Ferret, Gouin, EZK, Bist, Olivier Duvernay. Il y a des visites commentées le samedi 2 et le samedi 16 juillet à 16h30. Maintenant, dans les autres expositions, ça c'est ce qu'on a vu. Donc je vais pas vous raconter notre voyage, mais je préfère qu'on soit deux, ce sera beaucoup plus comique, plus rigolo, plus incisif. Donc on est passé à Montaulieu, donc route d'Alzone, voir la collection Cérès Franco, donc cette collection dont on a souvent parlé. Et le 2 juillet, c'est Dominique Paula d'Ardouin qui va livrer les partis pris donc qu'elle avait en tant que commissaire d'exposition sur l'exposition La peau et les mots, donc avec les Stanislavski et Michel Macréo. Et là, elle sera accompagnée de Jean-Pierre Nuot, qui est un biographe de Stanislavski. Et Jean-Pierre Nuot est un ami donc, et soutien de Stanislavski. Il l'a suivi tout au long de sa carrière et il va donc un peu retracer sa biographie d'artiste et son évolution.
Et ça, c'est sur place, c'est samedi 2 juillet à 15h, donc à Montaulieu. À Montaulieu, c'est un village, c'est le village du livre, c'est un charmant petit village au-dessus de Carcassonne. Donc après, nous, cette collection Cérès Franco, on est allé sur Nice. Et là, à Nice, on est allé au musée Chagall. Donc c'est un musée qui est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 17h. Un musée qui est avenue Docteur Ménard. Après le musée Chagall, on a vu le musée Fernand Léger à Biot. Biot, c'est chemin du Val de Paume. C'est un musée qui est dédié à Fernand Léger. Et là, c'est tous les jours, sauf le mardi, donc de 10h à 18h. Et a commencé donc depuis le 25 juin une exposition qui s'appelle L'été 1954 à Biot, architecture, forme, couleur. Ça, c'est une exposition qui durera jusqu'au 26 septembre 2016. Membre du groupe Espace créé en 1951 par André Bloch et Félix Delmarle, Fernand Léger participe aux travaux et réflexions de cette association dédiée à l'intégration de la peinture dans l'architecture. Avec ses amis architectes, ingénieurs, sculpteurs et peintres, il participe durant l'été 54 à l'exposition Architecture, couleur, forme à Biot, puis à une seconde exposition dans le parc national de Saint-Cloud au cours de l'été 55. Le musée dresse un premier panorama de cette utopie de la synthèse des arts dans l'après-guerre. Après cette exposition Fernand Léger, on est allé sur Antibes. On avait une copine à qui on voulait faire un petit coucou, qui s'est installée là-bas, qui a ouvert une boutique dans les rues du Vieil Antibes. Et ça a été l'occasion donc de passer par le musée Picasso, qui est au château Grimaldi. Donc l'exposition, là, c'est tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h. Ça, c'est les horaires pleine saison. Pour la basse saison, je crois que c'est souvent 17h. Et donc, après ce musée Picasso, on est reparti vers Aix-en-Provence pour voir Turner et la couleur. Là, c'est à l'hôtel de Caumont jusqu'au 18 septembre. Là, il y a 130 tableaux de Turner. Il y a 36 œuvres qui sont prêtées par la Tête Galerie. Et c'est tous les jours de 10h à 19h. Donc, il y a beaucoup de petites aquarelles. Il y a un gros travail sur comment Turner a exploité l'arrivée des nouveaux pigments. Il y a peu de grandes toiles. C'est vrai qu'on était un petit peu déçus à ce niveau-là. On pensait en voir plusieurs. Mais bon, c'est quand même une très belle exposition. Donc voilà, ça c'est le tour de toutes les expositions qui ont ratatiné notre animateur favori. Mais je pense qu'il va reprendre des forces et j'espère qu'on sera deux la semaine prochaine pour commencer à vous raconter tout ça. Il y a les rencontres aussi à la librairie Publico, donc samedi 25 juin 2016. Non, c'est passé, donc là je suis en train de vous dire des bêtises, c'est terminé. Donc voilà, j'ai terminé cette émission. Je vais continuer, je vais vous passer notre Paco Ibanez, la Poesia es une arma Cargata des Futura, et je vous dis c'est une émission un petit peu réduite, je m'en excuse et je vous dis à la semaine prochaine et je vous salue. Je vais quand même faire le petit coucou qu'on a l'habitude de faire à tous nos auditeurs quand même, donc à Claude et André qui écoutent peut-être, ma petite copine Claudine qui est coincée chez elle suite à une opération, donc j'espère qu'on a pu l'occuper un petit peu ce matin avec ce petit coup d'œil et cette Séraphine. Il y a Christiane, il y a Annick, il y a ma copine Karine Ouzette, il y a Sabine, il y a Frédéric du Nord, il y a donc Patrick Kipper qui travaille à l'association Mots et Musique, Claude et William, Adé, Marcel, Jean-Paul Souvras qui pense quand même toujours à nous là dans le Nord à coups de Kerbranche. Il y a Jean-Claude, notre stalinien préféré, comme dit Robert. Il y a Françoise, il y a Jean Peduzzi qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure au téléphone, qui s'inquiétait de savoir si Robert était souffrant. Et il y a Corinne et Joël Ducaire. Voilà. Donc l'émission est à l'écoute durant un mois sur le podcast du blog de Radio Libertaire ou en permanence sur le blog Arakai, donc www.arakai.fr. Voilà, je vous dis merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.